Cette semaine à Église en sortie, nous recevons l'abbé Guy Chapdelaine qui nous parle de son rôle comme aumônier général des Forces armées canadiennes. On vous présente un reportage sur les états généraux sur les commémorations, mais tout d'abord, on s'entretient avec la diplomate et professeure Anne Lié sur le rôle qu'elle a joué comme ambassadeur du Canada au Saint-Siège. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission d'Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous avons la joie d'avoir avec nous en studio Madame Anne Lié. Bonjour. Bonjour Francis. Alors Madame Lié, vous êtes actuellement professeure à l'Université McGill en doctrine sociale de l'Église, mais ce qui est très intéressant avec votre cas, c'est que vous avez été toute votre vie d'une certaine façon diplomate au service de la diplomatie canadienne. Alors, j'aimerais d'abord vous poser une première question. Vous qui avez eu presque 40 ans de carrière au service de la diplomatie, quelle est votre vision de la diplomatie, plus particulièrement canadienne ou peut-être plus généralement au niveau international? Bien, plus que jamais, les événements aujourd'hui internationalement, Moyen-Orient, en Asie, nous montrent que la diplomatie, qui est la deuxième profession la plus vieille au monde, est un outil essentiel pour tous les États. C'est la communication, c'est la profession qui permet de parler à des gens d'autres pays, d'autres mentalités, lorsque la situation vraiment est difficile et qu'il n'y a vraiment peut-être pas d'autres avenues, de garder un contact, sinon d'aller vers la violence. Alors, la diplomatie de tous les âges a été, je dirais, un outil essentiel et on le voit particulièrement aujourd'hui. Et c'est peut-être un peu contre-intuitif puisqu'on se dit on a la technologie, on a les communications instantanées, on n'a pas besoin d'intermédiaires, pourrait-on croire, mais tout au contraire, pour pouvoir comprendre vraiment ce qui se passe, il faut comprendre différents éléments, il faut comprendre la situation telle qu'elle se vit localement, sur place, et il faut une présence humaine dans les endroits où il y a des crises, justement. Donc, la diplomatie, avec les instruments que nous avons, avec la technologie, les communications fantastiques, peut jouer un rôle encore plus important. Vous avez eu plusieurs nominations durant votre longue carrière. Vous avez été en Russie, vous avez été dans la région des Grands Lacs, en Afrique. Donc, vous avez un très large panorama à nous offrir, mais nous, on va se rencontrer d'une certaine façon plus particulièrement sur votre dernier mandat qui s'est terminé il y a quelques années, qui était au Vatican. Alors, justement, pouvez-vous nous parler un peu qu'est-ce que ça fait d'une certaine façon un ambassadeur au Vatican? Quels sont les critères qui font en sorte qu'une personne peut être candidate pour ce poste? Alors, c'est le Saint-Siège d'abord qui se situe au Vatican. J'aime bien le préciser parce qu'en droit international, l'entité qui a la reconnaissance, c'est bien le Saint-Siège et qui se trouve à être localisé, si on veut, au Vatican. Mais être ambassadeur, donc avoir une accréditation au Vatican, c'est comme avoir une accréditation aux États-Unis, au Costa Rica ou en Russie. Donc le rôle d'ambassadeur, qui est de façon générique, pour faire ça très condensé, c'est de représenter et de protéger les intérêts des Canadiens, Canadiennes et de l'État, du Canada à l'étranger, vaut aussi pour le Saint-Siège. Le Saint-Siège étant reconnu internationalement, a ses ambassadeurs dans presque tous les pays du monde et reçoit aussi des représentants de presque tous les pays du monde, participe aux discussions internationales à l'ONU, à l'OSCE, a des représentants à l'Organisation de la Conférence islamique, donc a toute une diplomatie comme celle d'un pays. Et nous avons plusieurs raisons de vouloir consulter, de vouloir faire valoir nos positions auprès du Saint-Siège. Il y a un côté, évidemment, que je n'avais pas dans mes attributions
vis-à-vis du Saint-Siège, mais que j'avais par exemple en Russie, c'était la promotion, disons, de nos intérêts économiques, commerciaux. Il n'y avait pas de service consulaire non plus. Mais au point de vue de consultation sur la situation dans la région des Grands Lacs, par exemple, la reconstruction après la guerre, rebâtir des institutions démocratiques, œuvrer aux Nations unies pour une convention sur les mines antipersonnelles. Tout ça fait partie du travail d'un ambassadeur auprès du Saint-Siège comme dans un autre pays. Quels sont les points convergents, je dirais, des objectifs, par exemple, du Canada et du Saint-Siège, où est-ce que vraiment, main dans la main, là, ils collaborent pour une mission plus particulière? Bien, un exemple de mon expérience, c'était certainement dans la région des Grands Lacs d'Afrique, donc la reconstruction, d'amener un certain niveau de confiance, minimum de confiance pour bâtir pour rebâtir les institutions qui vont mener à créer un peu d'emploi, qui va ensuite être capable d'amener un peu plus de stabilité dans la région, que les gens puissent s'établir, travailler légitimement, donc avoir moins recours aux armes. Je vous décris le processus vraiment de l'établissement d'une certaine vie civile normale. Alors avec le Saint-Siège et plusieurs autres pays qui sont actifs dans la région et qui financent et qui donnent de la formation et tout ça, ça c'est un exemple. Par exemple, dans l'enceinte des Nations unies, vous connaissez le traité d'Ottawa sur les mines antipersonnelles de la fin des années 90. Un des tout premiers pays à l'avoir signé, la Convention d'Ottawa, c'était le Saint-Siège, et aussi à avoir mis de l'argent dans le fonds qui avait été créé pour aider au déminage dans certaines régions du monde. Donc vous avez été là pendant plusieurs années. Comment vous décririez les années où vous avez été ambassadeur? Est-ce qu'il y a des événements plus particuliers? Vous étiez là surtout durant le pontificat de Benoît XVI. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Ah bien, c'est spécial, je dois dire, le Saint-Siège, parce que c'est pas évident de l'extérieur. Ça a beaucoup évolué depuis je dirais, j'ai quitté à la fin 2012, ça a beaucoup évolué en 4 ans au point de vue de l'ouverture de l'accès, je crois, aux différents dicastères. C'est un nom romain qui remonte à Jules César, donc pas dire les ministères. Mais une bonne part de mon travail quand je suis arrivée, c'était de vraiment essayer de comprendre comment l'institution fonctionne. C'est une institution millénaire qui est en Italie, donc l'Italie elle-même devient de plus en plus moderne au point de vue de la bureaucratie, mais disons c'est pas encore la bureaucratie comme on l'entend avec l'efficacité du management en Amérique du Nord. Donc, essayer de comprendre les mécanismes, comment les décisions se prennent. Il y a beaucoup plus de transparence aujourd'hui. Je crois que c'est un effort de plusieurs années là, au Saint-Siège. Disons que j'étais peut-être dans une période de transition quand j'étais là. Mais il faut établir, ça c'est pas seulement au Saint-Siège, mais partout ailleurs, il faut établir un niveau de crédibilité auprès d'un interlocuteur, établir une relation de confiance. Et ensuite, on peut s'échanger des opinions, des interprétations, des faits sur des situations qui nous préoccupent mutuellement. Les droits de la personne dans certaines régions, par exemple. Je vous ai posé la question du point de vue de la diplomatie canadienne, peut-être comme observatrice de la diplomatie vaticane. Quels sont les grands enjeux, selon vous, là, du côté du Saint-Siège au point de vue de sa diplomatie ou de la cohérence et de la logique de sa diplomatie un peu partout dans le monde? Quels seraient les grands objectifs qu'elle tente de mettre de l'avant? Écoutez, vous devriez interviewer le nonce apostolique pour ça. Mais je crois qu'en regardant les textes très beaux, d'ailleurs, en particulier, je citerai quand même le cardinal Parolin, qui est le secrétaire d'État, qui a fait une intervention aux Nations unies avant celle du pape François de l'an dernier, où il explique les objectifs de la politique du Saint-Siège. Et ça revient, c'est la paix, la stabilité, la justice sociale. Encore plus que pour un pays comme le Canada, je dirais que la diplomatie pour le Saint-Siège est vraiment un instrument de ce que le Saint-Siège représente. Et qui est le Saint-Siège? C'est le pape, successeur de Pierre. Donc, c'est l'Église du Christ et c'est le message évangélique. Donc, la diplomatie est un instrument au service de cette mission. Comment est-ce que vous voyez un peu là, cette diplomatie un peu très enthousiaste et proactive du pape François?
Les messages que véhicule le pape François, je crois, sont reçus et sont intégrés d'une certaine façon. Je pense surtout à l'Italie, avec la crise des migratoires, donc les migrants qui arrivaient par milliers. Et je crois que le premier voyage qu'a fait le pape François, l'été 2013, c'était d'aller à Lampedusa. Et c'était un moment où l'Italie se débrouillait du mieux qu'elle pouvait avec l'arrivée de tant de personnes sur ses côtes et où l'Union européenne n'arrivait pas vraiment de façon cohérente là, à établir une politique. Et je crois que le fait que le pape se soit rendu lui-même à Lampedusa a un peu été comme un choc au système et ça a débloqué par la suite. Je crois que le pape, par son exemple, en mettant le point sur des choses précises plutôt que, disons, générales, peut servir un peu d'électrochoc à des leaders pour les aider à prendre acte. On verra, il est allé en Centrafrique à un moment particulièrement difficile. C'est toujours un peu instable, mais quand même, je crois que sa venue, ça a contribué à apaiser les combats qui étaient encore un peu dans l'arrière-plan. Et ça a aidé aussi, il fait beaucoup la promotion de l'exemple que des chefs religieux sur place, un imam, un évêque, qui ont à cœur tous les deux que les combats cessent, la violence cesse dans une communauté donnée. Il les encourage, il donne un contre-exemple à tout ce qu'on voit dans les médias sur le terrorisme et la violence. Et ça, je crois que c'est très important aussi. C'est un exemple pour la diplomatie canadienne aussi. Diplomatie à la service de la culture de la rencontre, comme il le dit si bien. Alors, Anne Lié, je rappelle que vous étiez ambassadeur auprès du Saint-Siège. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci, Francis. Du 6 au 8 octobre dernier se déroulaient au Jésus de Montréal les États généraux sur la commémoration. Pour l'occasion, Ciel et Lumière étaient sur place. Voici le reportage que nous vous avons préparé. S'intéressait au rapport au passé dans les sociétés occidentales. Comment se fait-il qu'autrefois on s'intéressait à l'histoire à la manière d'un récit racontant le destin d'un peuple, dans lequel on pouvait trouver des sources d'inspiration, dans lequel il y avait un héritage à transmettre? Et peu à peu, on a renversé le rapport à l'histoire, le rapport au passé, pour développer ce que j'appelle les commémorations négatives, se souvenir pour s'exécrer. Et là, qu'est-ce qu'il s'agit? De se tourner vers le passé et derrière ce qui était autrefois le récit national, nous ne voulons voir désormais que le récit d'une majorité tyrannique qui aurait imposé ses codes aux minorités, aux différentes communautés. La Nouvelle-France, qui était le récit des origines de la nation, qui touchait les plis les plus intimes de la nation, on redécouvre aujourd'hui la Nouvelle-France à la manière d'une expérience presque criminelle qui se définit sous le signe de l'obscurantisme et surtout de l'esclavage. On ne se souvient de la Nouvelle-France que sous le signe de l'esclavage, ce qui est complètement anachronique, ce qui est complètement déphasé. En Amérique, le phénomène était marginal. En Amérique du Nord, à ce que j'en sais, c'est pas exactement la Nouvelle-France qui s'est distinguée par ça. Alors, une espèce de retournement de la mémoire et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus accès aux ressources de sens inscrite dans la Nouvelle-France, alors que c'était quand même le moment fondateur de la nation. En fait, il y a plusieurs défis des commémorations. Plusieurs pensent que, par exemple, le temps des statues est révolu, qu'on aurait plutôt aller du côté de l'art contemporain. D'autres croient, en fait, qu'on ne commémore pas assez ou qu'on commémore mal au Québec. C'était d'ailleurs les propos de M. Bocoté, où on cherche, en fait, des victimes plutôt que des héros. On a aussi plusieurs problématiques au niveau de nos funérailles nationales. Qui a droit? Est-ce que ça devrait être le politique? Quelle est la place aussi du privé dans le cadre de commémoration? Et comment aussi aborder la question avec la société civile? Parce que la population doit aussi embarquer dans la question des commémorations. Il ne faut pas que ça reste que institutionnel. Autrement, on perd quand même une partie de l'enjeu, de l'idée de se commémorer là, de façon plus populaire. Il y a notamment une conférence sur le patrimoine et notamment sur la question du patrimoine religieux. On en a d'ailleurs un autre panel qui va suivre demain, notamment quand on parle de tourisme et commémoration. On parle aussi de patrimoine religieux.
Donc la question est à la fois de dire qu'est-ce qui est un patrimoine religieux et comment en fait préserver ce patrimoine. Et aussi une fois qu'on a décidé de le préserver, mais qui peut le restaurer, qui peut le préserver. Donc tout ça en fait est à débattre et à voir. D'ailleurs, nous avons quand même plusieurs acteurs là, qui vont venir en jaser au cours des prochains jours parce que, qu'on le veuille ou non, en fait, le patrimoine religieux au Québec, c'est quand même la base, en fait, de notre fondement, de notre création en tant que peuple. Donc, forcément, il faut qu'on regarde, en fait, ce patrimoine-là et qu'on décide ce qu'on va en faire. On ne peut pas juste le regarder s'écrouler comme ça. Il faut être capable de le préserver. Il n'y a jamais des pistes de solutions directement dans ces matières-là. Il y a seulement une nouvelle attitude à adopter. C'est-à-dire, je crois que nous devons redécouvrir l'histoire comme lieu de méditation sur les exemples qui ne sont pas parfaits. Les hommes ne sont pas des anges, mais des sources d'inspiration de la liberté humaine, des différents visages de l'expérience humaine, des différents visages possibles de la liberté politique. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler des Forces armées canadiennes ainsi que de l'implication de l'Église catholique dans cette institution. Alors, pour nous en parler, nous avons avec nous l'aumônier général des Forces armées canadiennes, l'abbé Guy Chapdelaine. Bonjour. Bonjour. Alors, l'abbé Chapdelaine, vous êtes prêtre catholique. Vous avez été ordonné en 1989 dans le diocèse de Sherbrooke. Vous avez un accoutrement de militaire et c'est très intéressant. Vous êtes général. Vous avez le grade de général dans les Forces armées canadiennes, dans laquelle vous avez servi de nombreuses années. Vous avez servi dans de nombreux pays, comme le Kosovo, Moyen-Orient. Vous avez été en Afghanistan même, parce qu'on sait que les Forces armées canadiennes étaient impliquées dans ce conflit là-bas. D'abord, peut-être pour nos téléspectateurs qui ne savent pas très bien de quoi il s'agit, le l'aumônerie militaire et tout ça, pouvez-vous nous parler d'abord de l'ordinariat militaire catholique? Qu'est-ce que c'est? L'ordinariat militaire, c'est comme le diocèse. Un diocèse, c'est territorial, alors qu'un ordinariat, ce sont des personnes. Donc, l'évêque qui est responsable de l'ordinariat, c'est l'équivalent d'un évêque diocésain. Contrairement aux évêques diocésains qui ont un territoire, comme Sherbrooke, mon diocèse couvre la région de Sherbrooke, le diocèse militaire, ce sont des personnes. Là où les personnes servent, l'évêque militaire a juridiction. Donc, si on a des troupes en Ukraine, on a des troupes en Afghanistan, c'est son territoire. C'est l'endroit où l'évêque aussi exerce son autorité comme évêque du diocèse militaire. Souvent, on dit le diocèse militaire, mais ça devrait être l'ordinariat militaire en raison des personnes. L'ordinariat, c'est vraiment autour des personnes et des familles. Vous êtes partie prenante de cet ordinariat militaire, mais vous êtes également à l'intérieur même des forces. Donc, pouvez-vous nous parler de cette distinction qu'il faut faire entre l'évêque de l'ordinariat militaire, par exemple, et son personnel qui sont impliqués et qui ont, par exemple, des grades dans les Forces armées canadiennes elles-mêmes? Parce que l'évêque n'est pas militaire. L'évêque est un civil. La plupart des membres de l'ordinariat, eux, sont militaires. Donc, moi, je sers dans les Forces armées canadiennes depuis l'âge de 17 ans. Donc, ça fait déjà presque 38 ans que je sers dans les Forces armées canadiennes. La plupart de mes collègues sont aussi militaires avec des rangs. Moi, j'occupe le rang de brigadier général. Donc, il y a un brigadier général pour l'ensemble des Forces canadiennes. Et le brigadier général ou l'aumônier général des Forces canadiennes est responsable de l'ordinariat. Donc, pas seulement des catholiques, mais des protestants, on a des musulmans, on a des juifs. Donc, l'aumônier général, c'est celui qui s'occupe de l'organisation, s'assurer que les services pastoraux sont offerts aux hommes et aux femmes des Forces armées canadiennes, quelle que soit leur religion. L'ordinariat est à l'intérieur des Forces armées canadiennes, mais son rôle, c'est vraiment d'assurer un service pastoral catholique. Donc, l'évêque a la responsabilité d'être le pasteur. Et il est vraiment le pasteur, c'est lui qui a la responsabilité ecclésiale des militaires catholiques, qui se déclarent catholiques. Moi, je fais partie de l'ordinariat militaire parce que je suis prêtre catholique, même si je ne suis pas incardiné. Incardiné, ça veut dire appartenir juridiquement au diocèse. Moi, j'appartiens encore au diocèse de Sherbrooke. Donc, un jour,
je devrais retourner à Sherbrooke comme prêtre, mais pour l'instant, mon rôle, je suis prêté par mon diocèse pour ce service d'Église qui est l'ordinariat militaire. Dans l'ordinariat militaire, bien sûr, je n'ai plus de rôle en raison de mon rang, puis aussi de ma fonction d'aumônier général. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer qu'on a de la relève aussi. Des effectifs. Des effectifs nécessaires. L'âge moyen actuellement des aumôniers militaires est 47 ans. Bon, lorsqu'on regarde l'âge moyen des prêtres dans les diocèses, c'est sûr, on a une très bonne moyenne, mais nous, on doit se retirer à l'âge de 60 ans. Donc, il faut voir la relève. Donc, d'ici 15 ans, je vais perdre 70 % de mes effectifs. Donc, vraiment, le recrutement est un enjeu stratégique pour nous. Donc, vraiment, je mets beaucoup d'accent. C'est une de mes priorités, le recrutement, ma première priorité. Deuxième priorité, comme aumônier général, c'est la résilience spirituelle. Résilience personnelle, parce qu'on a une approche holistique de la personne. La santé, ce n'est pas seulement la santé physique, être en forme, bien manger, mais il y a aussi la santé spirituelle. Donc, la résilience, c'est la foi, au fond. C'est d'exercer sa foi, d'approfondir sa foi. Et c'est vraiment l'occasion pour nous, en travaillant avec les hommes et les femmes des Forces armées canadiennes, les amener à approfondir leur foi. Et ma troisième priorité, comme aumônier général, c'est une aumônerie innovatrice. Ça veut dire de répondre aux besoins du moment, en essayant de trouver de nouvelles façons de travailler avec les Forces armées canadiennes. Je vais vous donner un exemple. L'été dernier, j'ai été avec une délégation en Ukraine. On a eu l'occasion de rencontrer les responsables des différents groupes religieux pour parler de formation des aumôniers militaires en Ukraine. Ils sont en guerre. Il y a des aumôniers militaires qui ne sont pas formés, qui sont envoyés au front, sans formation, qui reviennent perturbés, des problèmes de santé mentale. Et c'est là qu'ils nous demandent à nous, au Canada, pourriez-vous nous aider à former nos aumôniers militaires pour qu'on puisse les envoyer, mais qu'ils soient bien préparés, pas seulement militairement, mais aussi psychologiquement, spirituellement, pour exercer leur ministère. Justement, pouvez-vous nous parler, vous avez parlé de votre rôle comme aumônier général, mais pour le commun des mortels, en quoi consiste le rôle d'un aumônier, par exemple catholique dans votre cas, dans les Forces armées canadiennes? Alors, où est-ce qu'ils sont déployés? Est-ce qu'ils vont nécessairement aller à la guerre? Quels sont leurs ministères? Auprès de qui? Quel genre de besoins? Toutes ces questions-là. Bon, c'est très varié, hein? C'est très varié. Il y a beaucoup. Ce que j'aime dans les Forces armées canadiennes, c'est la variété des ministères. On a des aumôniers qui sont spécialisés dans la santé mentale. Donc, ils travaillent avec d'autres collègues formés en santé mentale pour les aider, pour aider nos hommes et nos femmes qui reviennent de mission, qui souffrent de stress post-traumatique. Comment les aider? On a des aumôniers qui sont sur les bases, un peu partout au Canada, et qui sont responsables d'offrir un service de pastoral. On dit souvent que l'aumônier militaire, parce qu'il n'y a pas seulement des catholiques dans les Forces armées canadiennes, on a des gens même qui sont athées ou qui n'ont aucune religion ou qui se disent spirituels mais pas religieux. Notre rôle, c'est vraiment de les accompagner. Donc, on doit avoir le souci de tous, de s'occuper du ministère des catholiques. Par exemple, comme prêtre catholique, je préside la messe, les sacrements, les mariages, les funérailles, mais aussi, je dois faciliter, si je rencontre un juif, d'avoir l'occasion d'approfondir une relation avec lui et puis de l'aider à exercer pleinement son judaïsme, de l'aider dans le sens de le mettre en contact avec un rabbin, si on a un rabbin dans les Forces canadiennes, s'il a besoin d'avis spécifiques à sa religion, je vais le faire. La même chose pour un protestant, par exemple, qui rencontre un catholique, qui lui dit « j'aimerais ça faire baptiser mon enfant ». Le rôle de l'aumônier protestant, c'est de le mettre, ce militaire, en contact avec un aumônier catholique pour s'assurer
on exerce le ministère. Donc le ministère est, du côté catholique est comme dans une paroisse, la même chose. Mais l'avantage qu'on a dans les Forces armées canadiennes, c'est qu'on vit avec les gens. On se déploie avec les gens. Donc il y a une proximité, il y a une connaissance des militaires, des aumôniers militaires, qui facilite, ils vont venir spontanément vers nous, dans la mesure où on prend le temps aussi de les connaître, qu'on prend le temps de gagner leur confiance, de construire des ponts avec eux. Et ce qu'on appelle le ministère de présence. Donc, on a la chance d'aller visiter les troupes, d'aller manger avec eux, de les côtoyer dans le quotidien. Quand le moment difficile arrive, ils pensent tout de suite à l'aumônier. Ils connaissent la personne et ils vont s'approcher plus facilement de lui ou d'elle. Parce que du côté catholique, on n'a pas seulement des prêtres. On a une minorité dans l'ordinariat militaire. On a peut-être le tiers de prêtres, mais les 2 tiers, ce sont des laïcs, hommes et femmes. On a des diacres permanents aussi, mais surtout des hommes et des femmes mariés qui exercent le ministère avec un mandat de l'évêque. Donc l'évêque a un rôle très important parce que c'est lui qui endosse chacun des aumôniers militaires catholiques. C'est lui qui exerce la vigilance ecclésiale sur la communauté catholique. Mon rôle est vraiment plutôt de l'accompagner, de lui donner les ressources pour que lui puisse nous fournir des aumôniers catholiques qui peuvent rendre un service à la communauté catholique dans les Forces armées canadiennes. Si jamais il y a des téléspectateurs qui sont attirés ou qui voudraient en apprendre davantage, peut-être pour devenir eux-mêmes aumôniers militaires dans l'armée canadienne, comment est-ce qu'on procède? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone et des ressources? Oui, tout simplement aller en ligne en cherchant aumônerie des Forces armées canadiennes. Vous allez voir un numéro de téléphone, puis vous pouvez appeler à notre bureau. Vous pouvez aussi contacter n'importe quel centre de recrutement un peu partout. Juste l'appeler. Tout simplement, ils vous mettront en contact avec notre bureau. Et bien sûr, il y a le recrutement habituellement, on passe par le centre de recrutement, mais dans le cas de l'aumônerie, il y a aussi un processus ecclésiastique. Donc, ils vont vous mettre en lien avec l'évêque catholique, si vous êtes catholique, par exemple. Et puis, il y a un processus de sélection, puis aussi de rencontre avec l'évêque, puis de s'assurer que il y a vraiment un appel, parce que c'est une vocation, c'est pas un métier être aumônier militaire, c'est une vocation. Il y a un appel. Et on demande souvent aux candidats, qu'est-ce qui vous a amené à penser à l'aumônerie militaire? Parce qu'il y a vraiment une dimension, un discernement, un appel. Très bien. L'abbé Guy Chapdelaine, aumônier général des Forces armées canadiennes, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Je vous en prie. Merci de m'avoir accueilli. Voilà, c'est tout pour cette émission. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.